À la mort subite de son mari Jerry, Holly sombre dans la dépression. Rien ni personne ne semble pouvoir la sortir de cette léthargie jusqu'au moment où elle reçoit une lettre de son défunt mari l'encourageant à reprendre le contrôle de sa vie. Pendant presque 1 an, chaque mois, elle reçoit une lettre de Jerry avec des directives précises. Chaque mois, donc, elle attend patiemment devant sa boîte aux lettres. Ce pitch renversant, c'est celui de PS I Love You, un livre de Cecilia Ahern qui est vite devenu un best-seller dans le monde entier. Julie aussi reçoit des lettres imprévues. Des lettres d'amour qui ne viennent pas d'un mari défunt, mais d'un admirateur secret. Seulement, elle ne les attend pas avec impatience. Ses lettres à lui sont glaçantes. Vous écoutez Transfert, épisode 274, un témoignage recueilli par Louise Nguyen. On est en octobre 2016, je suis en couple depuis un peu moins d'1 an avec un garçon que je fréquente. Je suis mère célibataire d'un garçon qui a 3 ans. Et donc suite à la séparation avec le père de mon fils, j'ai vendu ma maison et là je suis relogée dans un petit appartement au rez-de-chaussée, dans un HLM que j'ai eu grâce à mon employeur. Très mignon, pas très loin de mon travail, où je me sens bien. Donc un jour, je reçois un message sur Facebook qui va dans mes spams. C'est quelqu'un que je ne connais pas, un certain Arnaud. Je fais mes recherches sur Google et je trouve ce nom nulle part, en fait, absolument pas référencé. Il me dit que je ne le connais pas, qu'il m'a vu, il me voit souvent, qu'il est fou de moi, qu'il me trouve belle, que je suis la femme de sa vie. Je lui dis qu'un admirateur secret ne fait pas ce genre de choses et que là, il m'inquiète, il me fait peur et qu'il faut qu'il me dise qui il est. Et puis, toujours hyper inquiétant, il commence à me dire qui c'est, que je vis dans telle ville. Il me dit qu'il a 17 ans et qu'en fait, il me croise dans la rue, qu'il m'a suivi et que c'est comme ça qu'il a eu mon adresse. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai rien de visible, j'ai juste ma photo de profil qui est affichée forcément et encore, elle est même pas en public à cette époque-là, on pouvait avoir que la miniature. Mais j'ai pas des renseignements sur mon lieu de travail, j'ai pas de profil pro, il y a jamais une photo de mon fils sur les réseaux sociaux, donc pour moi, c'est forcément quelqu'un qui me connaît. Il a mon nom de commune. Il me dit qu'il vient de se masturber en pensant à moi. Je lui dis que je vais devoir aller à la gendarmerie pour porter plainte. Sauf que ça l'inquiète pas du tout. Il me répond que vont-ils faire ? Pourquoi et contre quoi tu comptes déposer plainte ? Je lui dis c'est du harcèlement. Et donc, on va discuter pendant 2 jours. Parce que je veux lui faire cracher le morceau. Et j'en parle autour de moi. Tout le monde commence à faire des hypothèses. Ça fait même un peu rire les gens. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte l'angoisse dans laquelle je suis à ce moment-là, parce que je reste toute seule avec mon petit garçon dans un logement où je me sens plus vraiment en sécurité du jour au lendemain. 1 mois après, donc, je décide de le bloquer pour que ça s'arrête, parce qu'il continue, malgré mes non-réponses, à m'envoyer plein de messages, plein de poèmes, plein de déclarations enflammées qui riment à rien, donc je le bloque. Le 25 décembre, je reviens d'un repas de Noël que j'ai fait chez ma meilleure amie avec sa famille. J'ai été récupérer mon petit garçon et je passe par ma boîte aux lettres. Je prends le courrier. Je vois 2 lettres manuscrites dans le lot de publicité et de courrier. Je rentre et directement, je m'assois sur mon canapé et j'ouvre ces courriers qui forcément retiennent mon attention. Je comprends très vite que c'est lui. Donc, dans ces 2 courriers qui ont été envoyés à quelques jours d'intervalle, il parle de ses fantasmes qu'il a avec moi. Il décrit même une scène où il rentre chez moi, où il me fait l'amour, où je l'attends impatiemment et où j'en redemande. En lisant les courriers, j'ai pas l'impression que ce soit un gamin comme il a pu le sous-entendre sur nos messages Facebook. Les lettres sont hyper bien écrites, même si le contenu est dégoûtant. Il y a pas une faute d'orthographe. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue française parfaitement. Et c'est encore plus flippant parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a de l'éducation.
que c'est pas juste un fou comme ça. Et puis, je me dis qu'il a pris soin d'écrire ces 2 courriers, dans sa manière de formuler les choses. Pendant les vacances de Noël, je rumine pendant 4-5 jours parce que j'ai mon fils, donc je veux faire aucune démarche avec lui sous le bras. C'est un petit garçon de 3 ans. Je vais à la poste, déjà pour leur montrer l'enveloppe et pour savoir si elle peut me dire d'où proviennent ces lettres. Et donc elle me dit que c'est parti du centre de tri à une vingtaine de kilomètres de là. Le fait de savoir que c'est quelqu'un qui est pas loin, que c'est donc sûrement quelqu'un que je connais, ça rajoute encore de l'angoisse, de la crainte à tout ça, et ça le rend vraiment réel, en fait. Au départ, c'est quelque chose que je prends pour du harcèlement, voire au début de la taquinerie ou de la petite vengeance mesquine sur Internet. Et là, plus du tout. Le contenu des lettres fait que c'est pas ça, et c'est quelqu'un qui est proche, donc c'est dangereux. Je vais à partir de ce moment-là toujours fermer à clé ma porte, alors que c'est une porte que on ne peut ouvrir qu'avec la clé. Il faut faire un quart de tour dans la serrure pour pouvoir ouvrir depuis l'extérieur. Il n'y a pas de poignée. Et à partir de cette période-là, je vais toujours mettre un double tour dans la serrure quand je rentre chez moi. 5 jours après la lecture des lettres, je décide de me rendre à la gendarmerie de ma commune pour porter plainte. Parce que les personnes à qui j'en ai parlé, mes 2 plus proches amis notamment, me disent d'y aller. Mon conjoint également m'invite à le faire. Moi, je me dis que de toute façon, ils vont rien faire et ils vont pas le retrouver. C'est des messages Facebook, c'est des lettres forcément pas signées. Mais je tente. Donc j'arrive dans une gendarmerie qui est quasi déserte parce que vacances de Noël. Je suis reçue, j'ai clairement l'impression de déranger dès que je rentre. Je dis que je suis là pour porter plainte pour harcèlement suite à réception de messages sur Internet et de 2 courriers que j'ai amenés avec moi. J'attends un petit peu et je suis reçue dans un bureau par un type, un grand, costaud, qui est clairement en détente. Je commence à lui raconter mon histoire. J'ai l'impression directement de pas être prise au sérieux. Il a une attitude sur le visage qui est je m'en foutiste. Clairement, il s'en fout de ce que je suis en train de lui raconter. Ça le fait sourire. Et pourtant, je lui raconte tout ça. J'ai reçu les courriers il y a 5 jours, c'est hyper frais. Je pleure dans son bureau. Il me pose des questions, il me demande si je suis en couple, depuis combien de temps, est-ce que c'est sérieux, est-ce que j'ai pas été un peu sur les sites de rencontres ces derniers temps, est-ce que je pense pas à quelqu'un, et ça dure, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Le gendarme prend ma pièce d'identité et les 2 lettres. Il me dit qu'il va aller faire des photocopies et il sort du bureau. Et là, dans ma tête, c'est sûr, il est en train de raconter ça à son collègue qui n'a pas eu ses congés de Noël également. Il revient et il refuse de prendre ma plainte. Je lui demande dans ce cas-là au moins une main courante. Et il refuse également. Je suis en colère et en même temps je suis triste et j'ai la rage à ce moment-là qu'on ne m'écoute pas, qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et je lui demande si pour bouger, il faut qu'on me retrouve froide dans un fossé, que je suis maman d'un petit garçon de 3 ans, que je vis toute seule en rez-de-chaussée. Il en a rien à faire. Il me dit que faut pas dramatiser. C'est rien, c'est qu'une lettre. C'est un gamin de 17 ans qui fantasme peut-être un petit peu sur moi, mais que voilà, il faut passer à autre chose, quoi. Je repars comme je suis venue. Je monte dans la voiture et je suis vraiment sonnée. Je n'ai plus de nouvelles de Arnaud. Il est bloqué de partout. Donc j'en parle au maximum de gens possible autour de moi parce que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un qui me connaît, c'est peut-être un collègue, peut-être quelqu'un à qui je dis jamais bonjour, mais qui me regarde bizarrement, c'est peut-être mes voisins. Et là va commencer une période pas cool. Le soleil se couche hyper tôt au mois de janvier. Je rentre du travail des fois à 18h, il fait déjà nuit, j'ai mon petit garçon sous le bras, j'ai ma voiture qui est garée à une 30aine de mètres de l'entrée de ma résidence, mais je
descends de la voiture, je prends vite mon fils sous le bras et je pars en courant jusqu'à ma porte d'entrée. Je mets en place des stratagèmes pour ne pas avoir mes courses en même temps que mon fils. Parce que je peux pas courir avec mon fils et mes sacs de courses. Voilà, et je rentre vite, je ferme vite à clé, j'ouvre pas trop les volets. Je me sens contrainte de faire ça parce que je suis vraiment en rez-de-jardin. J'ai la rue à 1 mètre de la fenêtre de ma chambre à coucher et de celle de mon fils. De l'autre côté, c'est un appartement traversant. La fenêtre de ma cuisine donne sur le parc de ma résidence. C'est hyper sympa, c'est hyper boisé. Mais du coup, c'est plein de cachettes pour un fou. Et là, c'est moi qui deviens folle, en fait, parce que je commence à me faire mes scénarios et il arrive à rentrer dans mon quotidien. Un mois après la première tentative de plainte, je vais au commissariat de la grosse ville de ma région. J'ai une collègue qui est une copine qui me dit que dans les gros bureaux de police comme ça, il y aura peut-être un bureau qui s'occupe du cyberharcèlement ou peut-être qu'ils ont plus de poids pour faire des demandes sur le harcèlement en ligne. Et puis c'est vrai que on commence à en entendre parler un peu plus de ce genre de choses. Donc elle me dit de tenter d'aller là-bas. Et puis surtout, on me met en tête pendant toute cette période qu'on n'aurait pas dû refuser ma plainte. Donc là, j'y vais et je reviendrai avec un dépôt de plainte, forcément. Mais je veux pas retourner là où je suis allée. Je rentre dans le commissariat donc de la ville. C'est une fourmilière, c'est immense. Le bâtiment fait 10 étages. Quand je rentre, il y a une salle d'attente où il doit y avoir déjà une vingtaine de personnes. Je me présente au bureau. Je leur dis que je suis là pour faire un dépôt de plainte pour harcèlement. Ils m'indiquent que je vais devoir patienter, mais qu'ils vont me recevoir. Je m'assois au milieu de gens saouls, de femmes qui, j'ai l'impression, ont été un petit peu amochées. Et je me sens absolument pas légitime d'être là pour des petits messages Facebook, en fait. Je suis reçue par un policier qui est très sympa. Il est bienveillant, il n'y a pas de jugement. Là, j'ai pas l'impression que ça le fait rire, lui, au contraire. En repartant, j'ai un dépôt de plainte entre les mains. Je sais pas ce que ça va donner, parce que c'est la première fois de ma vie que je dépose plainte. Mais je me dis que même si c'est long, il y aura peut-être une suite. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer enfin. Et il y a une trace de tout ça. 3 semaines après, je reçois un coup de fil d'une gendarmerie qui se présente comme la gendarmerie de ma commune. C'est une femme au bout du fil. Et elle me dit que le commissariat central de la ville où j'ai été déposer plainte leur a transféré le dossier parce que c'est eux qui vont être en charge par rapport à mon lieu de résidence. Elle me dit qu'elle va faire des demandes auprès de Facebook, mais le problème pour elle, c'est que c'est une société américaine et que malgré le fait qu'ils aient des bureaux ici, ça reste compliqué au niveau de la législation ou de la protection des données qui sont pas les mêmes sur la vie privée. Pour pouvoir avoir des informations, il faut un réel motif d'après elle. Donc elle me dit que ça va être compliqué. On est en juillet 2017. Ça fait 8 mois que j'ai reçu le premier message et j'ai une 3e lettre. Dans cette lettre-là, il parle de boules de glace pour parler de mon corps, de la façon dont il me lèche, dont il me fait l'amour, que j'en redemande sans cesse. Ça fait 7 mois que je l'ai bloqué et en fait, il ne lâche pas l'affaire. Il est toujours là. C'est de pire en pire, je trouve, dans ses propos. Le premier courrier était un peu romancé. Maintenant, c'est clairement trash. En tout cas, moi, je trouve que c'est trash. Après ça, je vais, alors qu'on est au mois de juillet 2017, je suis dans le sud-ouest, ne plus ouvrir les fenêtres alors qu'il fait un cagnard de fou. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir chaud que me retrouver avec lui au milieu de ma cuisine, en fait. À la suite de ce 3e courrier, j'appelle mon copain et il débarque directement à la maison. Sur la période qui suit la réception de ce courrier, il devient un peu plus présent et puis notre relation, en plus, est devenue un peu plus sérieuse.
Il est furieux en fait qu'un homme me fasse ça et aussi de se sentir impuissant par rapport à la situation. Donc en août 2017, mon copain me demande de débloquer Arnaud pour lui envoyer des messages. Il me dit je vais lui donner un rendez-vous. Je vais le voir. Mon copain se fait passer pour moi au début en lui disant qu'il faut que ça cesse là. Il faut que tu arrêtes tes messages, Arnaud. Il répond qu'il peut pas. Il m'aime trop. Je suis la femme de sa vie. Donc il peut pas vivre sans moi. Il peut pas ne pas m'écrire. Mon copain qui se fait passer pour moi lui dit qu'il veut le voir en face. Il négocie. Il demande une photo. Il demande à ce que je le rajoute sur Facebook. On lui répond qu'il aura tout ça si on se rencontre, si on se voit. On lui propose un rendez-vous dans un bar-resto pas très loin de ma commune, à 20 minutes. Et mon copain veut y aller, mais j'ai hyper peur en fait parce que je sais que si il y va, c'est quelqu'un de sanguin. Si Arnaud est là, il va le tuer. C'est vraiment pas quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de doux même. Mais cette histoire, ça fait ressortir un truc au fond, ça rend fou. Du coup, mon copain ne va pas au rendez-vous suite à ma demande. Je tiens vraiment à ne pas le mettre en danger à lui à cause d'Arnaud. Le lendemain, Arnaud va m'envoyer un message en me demandant si j'ai passé une bonne soirée. Je bluffe, je lui dis « Mais tu n'es pas venu ?» Et il me dit « Non, je ne pensais pas que tu viendrais. » Mon copain reprend le téléphone, il se présente en tant que tel et dit à Arnaud qu'il n'a pas de courage de ne pas être venu au rendez-vous, que de toute façon c'est un gamin. Mon copain lui dit qu'à un moment donné, les rôles vont s'inverser. Que quand on le trouvera, il ne le lâchera plus. Et il lui dit « Je vais te traquer et je vais te rendre la vie impossible comme tu es en train de le faire actuellement à ma copine. » Arnaud se moque, Arnaud rigole. Il lui dit que de toute façon, c'est une merde. Il n'est même pas capable de me faire jouir. Tout repose sur ça, en fait. Sa seule attaque par rapport à mon conjoint, c'est sa capacité à me rendre heureuse et à m'épanouir sexuellement. On est en octobre 2017. Ça fait donc presque un an que j'ai reçu les premiers messages sur Facebook. Et je reçois une 4e lettre de la part d'Arnaud. Donc dans cette 4e lettre, il me dit qu'il m'aime à nouveau, que je suis merveilleuse, que je suis toujours la femme de sa vie. Et il me donne rendez-vous dans la grande ville proche de chez moi, sur une grosse place bien connue par les habitants de la région, un dimanche soir, aux alentours de 20h. Moi, je n'irai pas au rendez-vous, ni moi, ni mon copain, ni personne que je connais, c'est hors de question. Arnaud est toujours bloqué, donc il ne peut pas m'envoyer de message. Et je vais recevoir la 5e lettre de sa part. Une lettre qui arrive dans ma boîte aux lettres avec un contenu épais. Je vois à l'intérieur qu'il y a beaucoup de feuilles de papier. Et effectivement, quand j'ouvre la lettre, avant même de la lire, je vois une dizaine de recettes de cuisine imprimées sur des feuilles blanches, de gâteaux et de spécialités du monde entier. Et là, je me dis que la folie n'a pas de limite. Il est pire que ce que je l'imaginais. J'ouvre la lettre, je vois son courrier où il me dit « Mon amour, ma chérie, ton corps est un Éden. Ta peau sucrée donne envie de la dévorer. Tes seins au goût de miel, tes lèvres framboises et ton sexe cerise sont la parfaite alliance d'une pâtisserie érotique. Je t'aime. Je te dévore. Voici quelques recettes de friandises sucrées qui rendent hommage à ton corps de déesse. J'ai tellement envie de toi, tout le temps, pour toujours. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Pour la vie, bisous partout, ma chatte adorée. » À la réception de ce courrier, je prends même pas la peine d'appeler la gendarmerie. Ça sert à rien, ils n'ont rien fait. Donc cette histoire, elle dure depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, où je ne suis pas rassurée. Et ma relation avec mon conjoint devient de plus en plus sérieuse. Donc au mois d'août 2019, on décide d'emménager ensemble dans la maison qu'il a retapée. Je vais quitter ce logement où Arnaud peut me trouver, où Arnaud a mon adresse. Dans ce nouveau logement, tout est au nom de mon conjoint.
les comptes électricité, les comptes eau, les abonnements même à Internet, parce que je me suis même demandé si c'était pas, à un moment donné, le mec de chez Free qui était venu me brancher ma box qui pouvait être à l'origine. Là, on décide que rien ne sera à mon nom. On prend cette décision pour être sûr que Arnaud ne puisse pas me retrouver dans ce nouveau logement. On est en octobre 2019 et je reçois un coup de fil sur mon téléphone portable de mon entrée de résidence de mon ancien logement. À l'entrée de mon ancien logement, on avait un interphone et quand on appuie sur mon nom, au lieu d'avoir un bouton à l'intérieur de l'appartement, ça sonne sur le téléphone et en appuyant sur étoile, je peux ouvrir ou non à la personne. Mais je reçois cet appel un mois après avoir rendu les clés, donc je décroche même pas. Je me dis que le bailleur a vraiment tardé pour mettre à jour le nom sur la boîte aux lettres, mais ça ne peut pas du tout être pour moi. C'est sûr, c'est une erreur. Un mois après, je vais dans les spams de mes messages Facebook et je vois qu'une nouvelle personne m'a écrit. J'ouvre et je trouve une photo de l'interphone de mon ancien logement sur mon nom de famille affiché. Le jour où, effectivement, mon téléphone avait sonné quelques semaines avant. Je fais directement le rapprochement. Ça ne peut être que Arnaud. C'est forcément lui. Et en fait, il est venu chez moi. Il est venu chez moi et j'ai eu raison d'avoir peur toutes ces années, de flipper, d'ouvrir mes volets. En fait, il est venu. Il est là, il est devant ma porte. Et ça fait un mois que j'ai rendu les clés de mon ancien logement. Mais j'aurais très bien pu être devant cette porte, ouvrir parce que j'habitais encore à l'intérieur, être en train de faire du vélo avec mon fils devant la résidence. C'est réel en fait. Il est là. Je décide de ne pas répondre à son message, de le laisser dans les indésirables, de ne pas l'accepter parce que j'ai bien compris que si je lui réponds, ça lui donne de l'eau à son moulin et il s'arrête jamais en fait. Il s'arrête jamais. En décembre 2019, je suis enceinte de 4 ou 5 mois. Je pose mon fils à l'école et je vais à la gendarmerie de ma nouvelle commune pour poser une nouvelle plainte avec cet élément complémentaire de la photo de mon interphone qui prouve qu'il se déplace en fait. J'attends à peine. On m'installe dans un bureau, j'ai un monsieur en face qui, comme la deuxième fois, là où on a reçu ma plainte, écoute tout ce que je lui dis. Je reprends l'histoire depuis le début, il reprend tout. Il me dit pas grand-chose sur la suite que l'affaire va avoir, ce qui peut être mis en place. Je sais juste, je lui fais confiance, qu'il va me recontacter pour voir ce qu'il est possible de faire. Je suis rappelée très vite par une gendarme qui me dit qu'elle va faire des demandes auprès de Facebook, des réquisitions. Je crois que c'était le terme qu'elle avait employé. Je lui fais une copie d'écran avec la photo de mon interphone de mon ancien logement pour prouver qu'il s'est déplacé. Cette histoire dure depuis octobre 2016 et là, en 2-3 mois, on me rappelle et on me dit que ça y est, une adresse IP a été localisée. Il a été localisé dans une commune à plus de 300 km de chez moi, que je ne connais absolument pas, perdu dans les terres. Je connais personne là-bas. C'est forcément quelqu'un que je connais pas. Quelques mois après l'appel de la gendarme qui m'informe qu'ils l'ont retrouvé, je vais accoucher de mon deuxième enfant. En août, j'ai un appel de la gendarmerie qui a récupéré le dossier, qui m'informe que ça y est, il a été reçu, il a été entendu, il a tout avoué. Le gendarme me dit qu'il a reçu dans son bureau un grand gaillard de 35-36 ans, je crois. Il me dit qu'il a eu un gamin devant lui en larmes. Moi, j'ai pas de pitié, en fait, parce que lui, il a pleuré là 20 minutes ou 1 heure dans le bureau d'un gendarme. Moi, ça fait 4 ans qu'il me fait vivre un enfer, que je suis en insécurité constante, même si ça s'éloigne et ça revient, mais j'ai pas de pitié.
Il dit aux gendarmes qu'il est tombé sur ma photo un jour, sur Facebook. Au hasard, de profil en profil, il est tombé sur moi. Et qu'il est tombé amoureux. Il a réussi à obtenir mon adresse en mettant mon nom et mon prénom trouvés donc sur Facebook. Je suis remontée dans l'annuaire de mon opérateur. J'ignorais que j'étais présente parce que je n'ai jamais branché le téléphone fixe en fait dans mon logement. J'avais un opérateur internet et je me servais juste de la box. Et donc il y avait un annuaire opérateur et avec mon adresse dessus, mon adresse complète. Il explique aux gendarmes que les courriers ont été postés près de chez moi parce que ses parents vivent dans une région proche de là où je vis. Et donc, sur le chemin pour aller les voir, il s'arrêtait pour poster les lettres. Ça confirme qu'il voulait me faire flipper. Ça confirme que la seule chose dont il a eu envie sur toute cette période, c'était bien de m'inquiéter. Pourquoi il ne les a pas postés de chez ses parents? Pourquoi il ne les a pas postés de chez lui? Il fallait qu'il les poste à 20 km de chez moi. Je demande aux gendarmes son nom, son prénom. J'ai définitivement la certitude que je ne le connais pas. Mais en tout cas, maintenant, j'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai son âge, j'ai son adresse. J'ai plus d'infos maintenant sur lui qu'il en a sur moi. Et le gendarme me demande si je veux donner suite. Je lui demande là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va lui arriver aujourd'hui, là déjà, si j'en reste là. Il me dit qu'il va avoir un stage de citoyenneté à faire, qu'il va devoir le payer lui-même. La peine est faible, hein. Apparemment, c'est un stage qui coûte entre 200 et 300 euros. Et ça va lui prendre une journée dans la semaine où il va devoir poser un congé, quoi. C'est un rappel aux règles citoyennes, apparemment, et comment se comporter en société, quand c'est apparemment pas évident pour certaines personnes. Le gendarme me demande si je veux donner suite à ma plainte. Et là, c'est stop. Faut que ça s'arrête. Moi, j'ai besoin de passer à autre chose. Cette histoire, elle me pollue, elle ne m'intéresse pas. Je la subis depuis trop longtemps. Donc, je décide de m'arrêter là. Le gendarme me donne quand même son nom, son prénom à lui, ainsi que son numéro de poste, et me demande de le rappeler s'il y a quoi que ce soit. Il me dit que pour lui, jamais il reviendra vers moi, qu'il a eu trop peur cette fois-ci et que jamais il reprendra contact avec moi. Des fois, je regrette de ne pas avoir donné suite, qu'il s'en soit tiré si facilement comme ça. En fait, il a été reçu, il a fait son petit stage de citoyenneté, et finalement, lui, en 2 jours, s'est plié. Moi, il m'a pourri la vie pendant des années. J'ai toujours cette crainte qu'il recommence auprès de quelqu'un. Si c'est pas moi, ok, parce que maintenant, il sait que je sais. Mais ça se trouve, là, il recommence et j'ai un petit peu de culpabilité. Après, moi, je suis allée au bout de ce que je me sentais la force de faire à ce moment-là, en tout cas. Aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas refuser une plainte. Et la police et la gendarmerie ont fait un super job. J'ai pas eu de chance la première fois. Je sais pas ce qui se passait dans la tête de ce premier gendarme, mais il a clairement pas fait son job. Et je suis contente de pas m'être arrêtée à ça et d'être retournée les voir parce que ça se trouve, aujourd'hui ça continuera encore en fait, parce que moi j'avais pas les clés pour arrêter tout ça, il y avait qu'eux qui les avaient. Et je suis contente de pas avoir baissé les bras et de leur avoir fait confiance. On peut retrouver les agresseurs, les harceleurs, on peut les retrouver. C'est pas évident, ça prend du temps, mais c'est possible. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 274, un témoignage recueilli par Louise Nguyen. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Johanna Lalonde et Victor Benamou. Habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée.
Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.